Le mot résistance est un mot précieux qui signifie que on ne peut pas accepter le monde tel qu'il est. Il y a toujours quelque chose d'inacceptable et qui mérite qu'on se manifeste, qu'on s'indigne. Stéphane Hessel, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, vous avez 94 ans et vous battez ce soir le record de l'invité le plus âgé de l'émission. Bravo. Bravo. C'est un record qui était détenu jusque-là par Edgar Morin, qui est votre ami, Oui. et Michel Galabru. Voilà. Un big up. Alors Stéphane, nous allons commencer par parler de votre vie, mais vu votre âge, je crois qu'on va faire un petit résumé. Vous m'en voulez pas? Oh oui, oh là, soyez bref. Voilà. Alors vous êtes né à Berlin le 20 octobre 1917, père juif, homme de lettres, qui traduira Proust et Nabokov, proche de Duchamp, de Man Ray. Mère protestante, luthérienne, issue d'une famille de banquiers très antisémites. Mais qui ont reconnu que mon père, bien que juif, était un excellent mari pour leur sœur. Alors, votre mère partagera sa vie entre votre père et l'écrivain Pierre-Henri Rocher, dont le roman Jules et Jim sera porté à l'écran par François Truffaut. Mais oui, le petit garçon que j'étais n'a rien compris à tout ce qui se passait. J'avais 3 ans. Ouais. Mais par la suite, le fait d'avoir une mère qui soit une personnalité très forte, très libre, très moderne, a joué naturellement un rôle considérable pour ma formation. Alors Rocher aussi a joué un rôle considérable dans votre vie, une espèce de deuxième père. Il vous permettra de fréquenter l'intelligentsia de l'époque. C'était un proche de Guillaume Apollinaire, par exemple, qui pour moi reste le poète, mon poète favori. Bac à 15 ans, ensuite de brillantes études supérieures, faites Normal Sup. En 1939, c'est l'armée. Vous êtes fait prisonnier et vous vous évadez pour rejoindre De Gaulle à Londres en 1941. Vous dites, c'est un engagement qui dépasse la morale classique. Vous vous méfiez de la moraline, en fait, de Nietzsche. Et qui fait la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et quelquefois, ce qui est légal n'est pas légitime. Eh ouais, bravo, j'adore. Alors ensuite, c'est la résistance. Vous êtes arrêté en 1944. Vous êtes déporté à Buchenwald, où vous échapperez à la pendaison à un croc de boucher grâce à une substitution d'identité avec un détenu mort du typhus, un dénommé Boitel. Michel Boitel, qui reste un poids sur ma conscience. Il est mort. Et grâce à sa mort, j'ai survécu. Il faut porter ça. Alors ensuite, vous êtes envoyé à Dora, où les nazis fabriquaient leurs fameuses fusées qui devaient détruire Londres, les V1 et les V2. Vous vous évadez et vous rejoignez l'armée américaine. Là, vous entrez dans la diplomatie. Et en 1946, vous êtes à New York, où vous assistez à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme aux Nations Unies. Et c'est sur les valeurs de ce texte, sur celles du Conseil national de la résistance, que vous fonderez vos engagements d'après-guerre et qui inspireront votre incroyable best-seller, Indignez-vous, traduit en 33 langues, vendu à 4 millions d'exemplaires dans le monde. Vous êtes quand même le Français qui a vendu le plus de livres au monde en 2011, quand même. Ah ben voilà. Mieux que Marc Lévy. C'est le fait que nous soyons tombés juste. Nous avons parlé d'indignation à un monde qui n'était pas satisfait de la manière dont il était conduit et qui avait donc des raisons de dire « on ne veut pas de ça, on s'indigne ». Alors vous dites « l'indignation est le ferment de l'esprit de résistance ». Je pense que le mot « résistance » est un mot précieux qui signifie que on ne peut pas accepter le monde tel qu'il est. Il y a toujours quelque chose d'inacceptable et qui mérite qu'on se manifeste, qu'on s'indigne. Bravo. Ouais. Il faut dire aux gens de résister parce qu'aujourd'hui, les gens résistent peu, sauf quand il faut prendre du dessert, quoi, en général. Hein. Alors, grâce à vous, a été instaurée le samedi 15 octobre dernier la Journée mondiale des indignés. Enfin, il faut quand même relativiser parce que c'est également la Journée mondiale du lavage de mains. Vous saviez ça? Commençons par nous laver les mains et ensuite on s'indignera sur tout ce qui ne va pas dans le monde. C'est véridique. Alors, qu'est-ce qui vous indigne en ce moment, Stéphane? La façon dont nous avons traité en France les immigrés.
quand on essaye de faire le départ entre ceux qui seraient de vrais bons Français et qui ne seraient pas des vraiment bons Français, mais qu'il faut quand même accepter chez nous, alors c'est la fin. Est-ce que les gens qui disent par contre au lieu de dire en revanche, est-ce que ça vous indigne ça? Pas vraiment, mais vous avez raison de nous mettre sur cette voie. La façon dont on parle, la façon dont on s'exprime, surtout quand on occupe une fonction importante au gouvernement, il faut faire attention. Casse-toi pauvre con, par exemple. Ben oui, c'est un bon exemple. Est-ce que vous êtes indigné par le livre de Goldnadel qui vous accuse d'avoir enjolivé votre passé de résistant? Ah non, mais je trouve heureux d'avoir quelqu'un qui me traite de vieillard indigne. Oui. Ça me fait plaisir. Oui, oui. Quand il s'agit de quelqu'un pour lequel je ne peux avoir aucun respect, parce que c'est quelqu'un qui dit n'importe quoi. Il ne va pas de main morte, il dit que vous avez exagéré votre participation à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Et puis, ce qui l'énerve le plus, en fait, c'est que vous focalisez souvent vos critiques contre l'État d'Israël. Ça, il ne supporte pas. Mais oui, mais je le comprends. Je sais que les Israéliens sont très sensibles. Ils se considèrent comme la seule démocratie du Proche-Orient, alors qu'ils ne sont ni démocrates, ni respectueux du droit international. On ne peut pas accepter que les Palestiniens soient traités comme ils l'ont été tout au long de ces 40 dernières années, et notamment à Gaza, lorsque cette affreuse opération Plomb Durci a été menée par le gouvernement israélien. Ça, je ne lui pardonne pas. Alors, Goldnadel dit, en parlant de vous, j'imagine que vous le savez, Stéphane Hessel, c'est l'abbé Pierre moins la soutane. Ah, mais oui, mais il me manque en effet une soutane. Si vous en avez une, là, de rechange. Alors, Stéphane, cette semaine est sorti votre nouveau livre, publié chez Don Quichotte et intitulé « Le rescapé et l'exilé ». Alors, le rescapé, évidemment, c'est vous, et l'exilé, c'est Elias Sambar, représentant de la Palestine à l'UNESCO. Alors, vous dialoguez tous les deux sur Israël et la Palestine. Vous vous posez la question, est-ce que c'était vraiment là, en Palestine, qu'il fallait installer ce foyer national? C'était en effet une question qu'on pouvait se poser. Nous savions qu'il y avait des Arabes et des chrétiens d'ailleurs, et des Juifs déjà, qui vivaient là. Oui. Fallait-il donner cette terre-là aux Juifs qui sortaient de l'horreur de la Shoah? Eh bien, finalement, j'ai pensé qu'on a bien fait. Je pense que Jérusalem, pour eux, est un endroit qui n'a pas de comparaison. Il y avait d'autres idées, il y avait Madagascar. Il y avait des idées, mais aucune ne valait ce retour des Juifs dans une terre qui leur était tellement chère. Vous dites que le plus dramatique, c'est qu'à l'époque, nous ne pensions pas qu'il existait un peuple palestinien. Nous pensions qu'il y avait des Arabes et que ces Arabes disposaient d'un vaste territoire. Donc vous avez pris conscience, en fait, de l'existence du peuple palestinien en 1967. C'est ça. À partir du moment où Israël, gagnant une guerre, et au lieu d'en tirer une conséquence en disant « maintenant notre sécurité est assurée et nous allons travailler avec nos voisins et leur donner un État », ils ont au contraire occupé d'abord, colonisé ensuite. Oui, vous dites, on a vraiment pris conscience qu'il existait un peuple palestinien, qu'il avait une patrie, la Palestine, où il vivait depuis fort longtemps, et d'où il avait été chassé par une armée moderne et violente. Exactement. Ouais. Alors, finalement, ce sont la guerre et le terrorisme qui vous ont fait prendre conscience de la réalité palestinienne, d'une certaine façon. Le peuple israélien est un peuple pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Mais qu'il se soit laissé diriger par des gouvernements fascistes, je le dis tout clairement, et qui font de l'occupation et de la colonisation, ça me révolte. Ouais. À Gaza, il n'y avait déjà plus de colons israéliens, ils s'en étaient retirés. Mais là-dessus, il y a eu un mouvement Hamas violent, je le reconnais, violent, agressif, qui a envoyé des roquettes, mais au lieu d'essayer de faire la paix avec lui, on l'a envahi avec une opération qu'on a appelée Plomb Durci, et qui a fait plus de 1400 victimes en l'espace de 3 semaines. C'est grave. Vous dites, en parlant des Palestiniens, la violence est totalement légitime quand le faible n'a pas d'autre moyen de résister à l'oppression. Et vous comparez en fait la violence des
des Palestiniens à celle des résistants français contre les nazis. Il n'y a rien eu au monde de plus épouvantable que ce que nous appelons la Shoah, c'est-à-dire la façon dont les Juifs d'Europe ont été exterminés par les nazis. Il reste que lorsque un pays, un gouvernement, se comporte vis-à-vis de ses voisins d'une façon brutale, d'une façon sans aucun respect pour leurs droits fondamentaux, eh bien, on a affaire à quelque chose qui nous rappelle la façon dont nous, Français, avons été traités par nos envahisseurs allemands. Oui. Donc la violence est légitime. Quand il y a violence, il faut répondre. Alors, il faut essayer de répondre par la non-violence. Un exemple admirable nous est donné ces temps-ci. Aung San Suu Kyi, la grande Birmane prix Nobel. Non violente de bout en bout, pas une action violente. Et maintenant, elle finit par avoir son mot à dire pour l'avenir de son pays. Gandhi a libéré l'Inde sans violence. Exactement. Alors, est-ce que pour finir cette interview, vous pourriez nous dire un petit poème? Oh, mais volontiers. Un petit Apollinaire, par exemple, un peu court. Quand je commence à réciter, mes enfants me disent « Papa, on veut bien un poème, mais court, s'il te plaît. » Alors je vous propose celui qu'il a appelé l'automne. Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux et son bœuf, lentement dans le brouillard d'automne qui cache les hameaux pauvres et vergogneux. Et s'en allant là-bas, le paysan chantonne une chanson d'amour et d'infidélité qui parle d'une bague et d'un cœur que l'on brise. Ah, l'automne! L'automne a fait mourir l'été. Dans le brouillard s'en vont deux silhouettes grises. Waouh, bravo, quelle mémoire! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.